bonjour et bienvenue ici à Sichazel. Nous sommes seulement à quelques kilomètres de Metz et c'est ici, en toute simplicité, qu'a vécu Robert Schuman, père de l'Europe et premier président du Parlement européen. À son époque, on apercevait la vallée de la Moselle, des terres, une population meurtrie par les guerres entre la France et l'Allemagne, quand on pense à 1870 ou les deux guerres mondiales bien sûr. Et il a fallu l'Europe pour que la paix s'installe. L'acte de naissance de l'Europe communautaire, on le doit notamment à Robert Schuman et sa fameuse déclaration du 9 mai 1950. On va revenir sur cette aventure politique audacieuse tout au long de ces 52 minutes. Et figurez-vous que cet homme politique qui est bien de son temps avec son feutre, hésitant, timide, avare de confidences, également solitaire, et bien cet homme politique, il inspire aujourd'hui la jeune génération qui le découvre. C'est un homme qui a toujours voulu s'imposer une cohérence entre sa foi et son engagement politique pour faire le bien, comme il dit lui-même. C'est un apôtre dans la cité. À l'occasion des 50 ans de sa mort, le 4 septembre 1963, je vous propose de mieux faire connaissance avec cet homme politique français dont le procès de béatification est actuellement en cours au Vatican. Et notre périple, il commence ici, dans cette maison de Sichazel. Cette maison, Robert Schuman commence à l'habiter en 1926. Il y vient principalement à la fin des sessions parlementaires dans l'entre-deux-guerres, avant de s'y installer de façon pérenne pendant sa carrière ministérielle après 1945. Sa demeure est une sorte de miroir de ce qu'était l'homme. C'est un homme qui a besoin, encore une fois, d'être au contact de l'essentiel et qui n'a pas de grande nécessité, qui est là dans une logique de don, d'attente vis-à-vis de l'autre et de compréhension de l'autre, et qui finalement fait de cette demeure une sorte de refuge, de thébaïde, avec vraiment toute la simplicité qui le caractérise. Dans sa chambre, on retrouve l'essentiel de ce qu'il a construit. Les livres, ses fidèles compagnons et les photos de sa famille. Lui, né le 29 juin 1886 au Luxembourg, d'un père français devenu allemand lors de l'annexion de la Lorraine, et d'une mère luxembourgeoise pour qui il a beaucoup d'affection. Cette femme, très pieuse, l'a ouvert à la vie spirituelle et intellectuelle et à l'amour du travail. C'est dans cette multiculture que Robert Schuman grandit dans le Grand-Duché. Après des études de droit en Allemagne, il ouvre son cabinet d'avocat à Metz en 1912, où il rencontre l'évêque Monseigneur Benzler. C'est lui qui l'introduit à l'engagement dans la société, d'abord au sein de mouvements de jeunes dans l'Église, puis en politique. Il y a tant à faire, Robert. Nous devons au plus vite redonner vie à la presse catholique. Ici, votre engagement nous est précieux, mais il faut voir plus loin. C'est à Paris que vous serez le plus utile à notre bonne Lorraine. La politique est une grande dame, à la réputation douteuse. Et trop souvent, elle compromet ses amis. Mais vous avez raison. Je me présenterai à la députation et je défendrai notre cause. Dans sa maison, on retrouve les traces de son engagement. C'est dans ce bureau qu'il a pris toutes les grandes décisions qui ont jalonné sa vie politique, et notamment le plan Schuman, lancé par la déclaration du 9 mai 1950. C'est sur ce bureau que Robert Schuman a pris connaissance du projet qui lui a été soumis par l'équipe de Jean Monnet. Et c'est sur ce bureau qu'il a, en conscience, décidé de s'engager politiquement dans le sens d'une nouvelle formule politique pour les États européens, donc la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, avec un organe supranational, avec un certain nombre d'institutions nouvelles. Dans le calme de cette demeure, il a posé les bases de l'Europe communautaire, un lieu qu'il a choisi notamment pour sa proximité avec cette église. Il venait s'y recueillir à chacun de ses séjours à Sichazel. Ses grandes décisions ont toujours été guidées par sa foi. La foi chez Robert Schuman est quelque chose d'absolument essentiel et quand on lit les témoignages recueillis dans le procès diocésain, on s'aperçoit que c'est une notion fondamentale et qu'il y a une très grande insistance des témoins sur cette foi qui vraiment l'habitait et qui était le mobile profond de toute action. Il posait n'importe quel geste, n'importe quelle action dans cette optique de foi. Et donc, que ce soit la politique, puisqu'il n'a pas désiré directement faire de la politique, il a été appelé pour ses compétences. Malgré ses hésitations à embrasser une carrière politique, Robert Schuman accède à de grandes responsabilités. D'abord député, ensuite ministre des Finances, puis ministre des Affaires étrangères. Il devient garde des Sceaux avant de devenir premier président de l'Assemblée parlementaire européenne. Pourtant, il est toujours resté égal à lui-même. Dans le village, on s'en souvient encore.
On savait que c'était une autre personnalité, mais sa simplicité, c'était vraiment... Tout le monde le connaissait. Il prenait quand il venait de Metz, il prenait le tramway et montait la côte à pied. On le voyait monter la côte à pied avec une valise. Je vous dis, quelqu'un de très simple. Il aimait bien venir ici. C'était un village calme, agréable. C'est d'ailleurs dans sa maison de Sichazel qu'il se retire de la vie politique et meurt en 1962. Il est enterré en face de sa maison, là où s'est écrite la première page de l'histoire de la communauté européenne. Pour revenir sur certains aspects de la vie de Robert Schuman, je vous propose de retrouver quelqu'un qui a grimpé plusieurs fois, et de nombreuses fois même, la côte vers cette maison de Sichazel. Jean-Marie Pell, bonjour. Bonjour. Vous êtes botaniste, vous êtes une figure ici bien connue, et il se trouve, peut-être que peu le savent, que vous avez très bien connu Robert Schuman. Vous le rencontriez très régulièrement dans cette maison de Sichazel. Oui, tous les samedis, j'allais déjeuner chez lui quand il était là, naturellement. Et pour moi, c'était comme un second grand-père. On avait une relation, j'étais président des jeunes du mouvement populaire, donc de son parti politique, et je lui faisais un compte-rendu de ce qui se passait en Moselle, puisqu'il n'y était pas beaucoup. Et puis une forte sympathie, une forte empathie s'est créée entre nous, et disons que je l'aimais beaucoup et je l'estimais énormément, et je l'admirais beaucoup surtout. 1912, il s'installe ici à Metz en tant qu'avocat parce que c'est le droit qu'il a choisi et non pas la vie politique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la même époque, l'évêque, Monseigneur Benzler, un ancien bénédictin allemand et féru du christianisme social, l'engage, si je puis dire, ou l'embauche, le nomme président de la direction des œuvres de jeunesse. Et au fond, cet engagement de Schuman, c'est d'abord par le biais de son engagement dans l'Église. Absolument. Il a organisé le Katholikentag, qui était la manifestation annuelle du catholicisme allemand pour toute l'Allemagne, mais qui s'est tenue à Metz peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale. Donc il aurait sans doute aimé être moine, parce que c'était une sorte de moine, mais un moine soldat qui va sur le front. Et il a sur le front de la paix, choisi... Il a choisi de répondre à la pression de ses amis pour s'engager en politique. Oui, il ne s'est pas engagé par ambition. Il y a ce fameux ami qui lui dit, au moment où il se pose la question, l'apostolat laïque est d'une nécessité urgente. Je ne puis imaginer de meilleur apôtre que toi. Tu resteras laïque, dit-il à Schuman, parce que tu réussiras mieux à faire le bien en tant que laïque. Oui, oui. Oui, pour la vie politique, c'est vrai qu'on peut être laïque et faire le bien. Je crois que c'est Pie XII qui disait que la politique, c'est le chemin de la sainteté, la plus haute forme de sainteté. Et dans son cas, c'est ce qui s'est produit. Et Schuman dira d'ailleurs lui-même, j'aurais pu être prêtre, mais en définitive, j'ai choisi d'aider les athées à vivre plutôt que les chrétiens à mourir. Vous le retrouvez là dans Tout à fait, je ne connaissais pas cette citation, mais ça c'est tout à fait lui. Et c'est son humour surtout, parce que Schuman avait beaucoup d'humour quand il a été réélu député de la Moselle en 1951, juste après la fondation de la CK. Bon, il avait déplu considérablement aux communistes, aux gaullistes, aux maîtres de forge, à tout le monde. Le préfet lui a dit, ça va être dur les élections. Hein. Bon, il a dit, je ferai ma campagne électorale comme toujours. Le soir des élections à la préfecture, les résultats venant de Thionville sont très mauvais. C'est un scrutin départemental. Et Schuman dit au préfet, je me retire, je vais me coucher, ne me dérangez pas ce soir. Le préfet lui dit, comment ça mais vous ne voulez pas les résultats? Il serait bien temps de les avoir demain. Alors il y a un grand branle-bas de combat à la préfecture, Bonn téléphone, Washington téléphone, Rome téléphone, l'Angleterre, tout le monde dit, mais c'est pas possible que Schuman soit battu. C'est le grand homme de l'Europe à l'époque. Et il est élu ric-rac. Et le préfet est content parce qu'il pensait que sinon il aurait sauté. Et il va le prévenir, Schuman, le lendemain matin, à 7h moins 10 avant la messe, où il va tous les matins. Et Schuman lui, monsieur le préfet, comme je suis content pour vous, vous aviez l'air si malheureux hier soir. Ça, c'est son humour, vous voyez. Mais ça dit aussi quelque chose de son rapport au pouvoir et au service politique qu'il rend. Hein. Pas de plan de carrière, pas de communication. Les deux mamelles de la politique actuelle qui sont les plans de carrière, puisque nous avons un nombre colossal d'hommes politiques qui pensent déjà à 2017, sinon à 2022, bon, ça aurait paru complètement farfelu à Schuman. Quant à la com, de répéter des éléments de langage, comme ils font actuellement, tout ça lui était totalement étranger. Rectitude morale, Total, honnêteté. total. C'est un homme qui va droit. Hein. Il va tout droit, il va tout droit.
on a pu dire de lui que lorsqu'il était sûr de la voie à choisir, il s'y engageait et plus rien ne pouvait l'arrêter et le faire reculer. Et ça, c'est très très vrai. Je l'ai connu comme ça. Je reviens sur cette décision, cette acceptation d'entrer en politique. Ça, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale. On vient le chercher, on lui dit on a besoin de vous. Pourquoi cède-t-il? Il y a ce fameux chanoine qui lui dit mais il faut y aller pour défendre l'âme de la Lorraine. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les Lorrains? Nous étions dans une situation terrible parce que la Lorraine, comme l'Alsace, était francophone pour la partie Messine et en tout cas francophile pour le cœur. Et quand la Lorraine en question annexée a rejoint la mère patrie, c'était un événement très important. Mais la mère patrie, entre-temps, avait évolué. En particulier, il y avait la loi de 1905 qui était intervenue. Alors, les Lorrains, comme les Alsaciens, ont négocié avec Paris pour conserver, par exemple, le Concordat et d'autres lois encore d'époque. Mais il y avait des opposants politiques. Il y avait- Le Parlement était jacobin à l'époque, à Tout à majorité fait. jacobine. Tout à fait. Donc c'était un combat difficile. Il a été, comme il a toujours été dans sa vie, un excellent diplomate. Il a su gérer ça au mieux. L'évêque était mon oncle à l'époque, mon grand-oncle. Donc ils ont travaillé ensemble, bien entendu, sur un dossier comme celui-là, vous en doutez bien. Et finalement, nous avons gardé un certain nombre de lois d'avant 70 et le concordat de Napoléon, qui est toujours en exercice en Lorraine et auquel les Lorrains, comme les Alsaciens d'ailleurs, sont très attachés. Un homme de prière, vous en avez Oui. été témoin, Jean-Marie Il Pelt? n'en parlait jamais. Il était extrêmement discret sur sa vie personnelle et sur sa vie spirituelle. Et en cela, il était effectivement un peu un moine. Mais enfin, je savais bien sûr qu'il priait beaucoup, qu'il priait le petit office de la Vierge tous les jours. Ça a irrigué, vous perceviez que ça irriguait sa Oui, personnalité? bien sûr. Bien sûr. Une amie dont la maman l'a bien connue m'a dit tout récemment, je ne savais pas ça, que quand il a été vilipendé en tant que président du Conseil lors des grandes grèves insurrectionnelles menées par la CGT et le Parti communiste en 1947, il a été très seul. Ses ministres se débandaient parce qu'on allait basculer à l'Est. Et il a tenu. Et il s'est fait agresser violemment, même physiquement. Et il a dit à cette dame, il a dit, ben, vous savez, j'avais ma main dans la poche et je tenais mon chapelet. Pendant tous ces jours-là, j'étais cramponné à mon chapelet, c'est très beau. Merci beaucoup Jean-Marie Pelt d'avoir partagé ces quelques instants qui ont fait un bout de votre vie avec Robert Schuman. Je signale d'ailleurs cet ouvrage, Robert Schuman, Père de l'Europe, que vous avez signé. On y retrouve de nombreux aspects, moments de sa vie et notamment de très belles photos d'archives. Je vous propose de revenir maintenant sur cette fameuse déclaration Schuman, le 9 mai 1950. Comment s'est-elle échafaudée? Marine Wolf nous raconte cette aventure. L'Europe n'a pas été faite. Nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. C'est lors de cette conférence de presse dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay que Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, propose une communauté européenne de charbon et de l'acier dont les pays membres mettraient en commun leur production. Il imagine alors de partager les moyens de la guerre. Ce partage a donc une visée politique, empêcher à jamais l'Allemagne et la France de rentrer à nouveau en conflit. Le continent est exsangue après les 3 guerres en moins d'un siècle qui ont déchiré l'Europe. Le projet de Robert Schuman ne suscite pourtant pas l'unanimité, ni en France ni à l'étranger. Le gouvernement a donné le feu vert sans mesurer la portée de cette déclaration. Il avait mis dans la confidence quelques amis politiques, et en particulier René Mayer et René Pleven, qui ont permis effectivement au Conseil des ministres de donner le feu vert. À l'étranger, il a quand même trouvé 2 soutiens. Celui du secrétaire d'État américain, Dean Acheson, avec lequel il travaillait d'une façon confiante. Et puis surtout le soutien du chancelier Adenauer. Il s'est fait enguirlander par l'anglais, qui était un personnage peu commode, Ernst Medwin, et qui avait été tenu à l'écart et qui en a voulu un petit peu à Schuman. Mais finalement, Schuman a laissé passer l'orage et a tenu bon, parce qu'il se rendait bien compte que la Grande-Bretagne, finalement, n'entrerait pas dans ce projet. Et dans le fond, il avait vu juste.
La déclaration du 9 mai 1950 est considérée comme le point de départ de la construction européenne. Le Parlement européen a d'ailleurs accordé le titre de père de l'Europe à Robert Schuman. À l'heure où l'on parle d'une Europe en panne, l'audace de Robert Schuman marque aujourd'hui encore les hommes politiques, en particulier en Moselle, territoire très marqué par les conflits franco-allemands. Je pense que s'il faut reconnaître une qualité à Robert Schuman, c'est celle de visionnaire. Ses valeurs sont aujourd'hui d'actualité. Si nous devions relire les lignes, les mots qu'il a alignés dans sa déclaration du 9 mai, il ne faudrait pas changer ni un mot ni une ligne. Tout est encore vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et je crois que c'est une belle leçon qui nous donne également d'engagement, de courage et de conviction. Le 4 septembre dernier, pour le 50e anniversaire de la mort de Robert Schuman, le Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, tenait à lui rendre hommage. Dans la pensée de Schuman, comme dans la pensée d'autres, n'est pas une invention pour elle-même, c'est aussi une invention pour le monde. Nous avons des choses à offrir au monde et pour pouvoir continuer à servir d'exemple lorsqu'il s'agit de ne plus faire la guerre mais de construire en la gardant la paix, l'Europe a besoin d'une présence mondiale affirmée et si nous ne prenons garde, les nations européennes avec l'Union européenne disparaîtront des cœurs et des espoirs non seulement des Européens mais de l'humanité tout entière. En Moselle, sur les terres mêmes où Robert Schuman a échafaudé son plan, les élus tentent de cultiver sa mémoire. L'anniversaire de sa mort est l'occasion de faire découvrir cette personnalité méconnue dans sa propre ville. Nous voici sur la place d'Armes, ici à Metz, entre la cathédrale et l'hôtel de ville. Pour mieux comprendre l'impact de cette déclaration Schuman ici en Lorraine, nous avons rendez-vous avec le maire de Metz. Bonjour Dominique Gros. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre bureau. Vous êtes maire de Metz depuis 2008. Alors il paraît que cette déclaration Schuman, c'est une décision politique qui vous a marqué vous personnellement. Alors personnellement, j'étais bien jeune à l'époque. Mais la réalité, c'est qu'on est en train de régler les comptes de la guerre. Il y a encore des tribunaux en 1950. Et Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, fait cette proposition extraordinaire de partager le charbon et l'acier, qui sont les deux instruments de la fabrication des canons. C'est-à-dire qu'on est là devant un geste qui est extrêmement fort par rapport à l'esprit belliqueux qui a prévalu en Europe pendant les 10 siècles précédents. Jean-Marie Pelt nous le disait tout à l'heure, si Robert Schuman a été honoré du titre de père de l'Europe et puis qu'il a connu une renommée internationale, localement parlant, à ce moment-là, ça n'était pas simple de se faire entendre, de se faire comprendre. Robert Schuman est un peu un marginal dans la légende nationale, puisque moi j'ai été élevé dans une famille de militaires, on est bleu, blanc, rouge, donc on est avec le pays, on est contre l'ennemi. Robert Schuman est un bâtard, puisqu'il avait un parent luxembourgeois, l'autre qui était lorrain, et il est né quand la Lorraine était allemande. Et donc ils ne se sont pas plus que ça incarné dans l'histoire de France. Oui, il est dans une zone interlope qui est à cheval sur la frontière luxembourgeoise. Oui, et ça, dans sa tête, ça compte énormément. Il y a ce mot incroyable du général de Gaulle, d'ailleurs, qui dit c'est Robert Schuman, c'est un Boche, un bon Boche, un Boche tout de même. Enfin, c'est en tout cas le propos qu'on lui prête. Mais c'est vrai, les communistes et les gaullistes n'aimaient pas Robert Schuman, qui d'abord était... Pour les radicaux et les gens, il était un défenseur de l'Église catholique, puisqu'il a fait sa carrière entre les deux guerres, essentiellement comme avocat du clergé, en fait, pour maintenir ici les lois locales contre la France républicaine et laïque qui était apparue à l'époque où la Moselle était annexée, en quelque sorte. Et c'est ça son origine. Et puis, deuxièmement, il sentait le fagot parce que, certes, les Allemands l'avaient emprisonné, mais il ne l'avait pas emprisonné parce qu'il était plus français que ça, il l'a emprisonné parce qu'il n'était pas nazi. Et Robert Schuman, finalement, pendant la guerre,
il s'est évadé de sa prison, mais pour entrer dans un monastère et réfléchir. C'est-à-dire qu'on n'a pas le prototype du militant, disons, gaulliste, pas du tout, à tel point que même il a été frappé d'indignité nationale au départ. Et après ça, il a été réintroduit dans la nationalité française parce qu'il avait voté les pleins pouvoirs à Pétain, parmi d'autres, une grande majorité d'autres, en 1939. Donc au total, Robert Schuman est atypique. Il est à cheval sur les frontières, mais comme De Gasperi, tous les gens qui ont fait l'Europe, ce sont des gens qui se sentaient européens en même temps qu'ils se sentaient de leur pays, parce que c'était un bon Français quand même. Il a été député, il a été ministre, mais il savait qu'il y avait des gens très bien partout, y compris en Allemagne. Il a fait ses études, était complètement germanophone, et sa personnalité est l'explication de son génie. Il a accepté ça, mais c'est Jean Monnet qui lui a préparé. Enfin, il y a tout un tas de gens qui ont travaillé là-dessus, qui étaient à la fois géniaux et en fait qui pouvaient incarner ce message. Ce message-là, il ne pouvait pas apparaître chez un De Gaulle. Il ne pouvait pas apparaître chez un de Mauduit. Ici, on en avait plein de généraux qui étaient dans la logique, il faut affaiblir l'Allemagne. Et donc, il faut occuper la rue, récupérer la Sarre. C'était des débats de cette nature. L'Allemagne doit payer. Vous voyez, c'était comme après 1914-1918. L'état d'esprit de Schuman est complètement différent. Il faut qu'on fasse la paix. Sortir de cet engrenage. Voilà. Et puis, il faut qu'on partage le contrôle de ce qui peut nous rendre dangereux les uns les autres, c'est-à-dire ce sont les armes. Monsieur le maire, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que vous avez évoqué. Robert Schuman n'était soutenu ni par les communistes ni par les gaullistes. Je vous propose d'écouter le propos de Benoît Hamon, qui est aujourd'hui ministre. À l'époque, lorsqu'il est venu sur le plateau de KTO, il était porte-parole du Parti socialiste. C'était à l'époque des 60 ans de la déclaration Schuman. Et il revient justement sur cette entente entre les démocrates chrétiens et les sociodémocrates. Je vous propose de regarder. Il ne faut jamais oublier que la construction européenne, elle repose sur, d'abord, on en parlera tout à l'heure, un couple de pays, le couple franco-allemand, mais elle repose aussi sur un compromis politique historique entre d'un côté la démocratie chrétienne et d'autre côté la social-démocratie, qui sont les deux forces politiques qui ont bâti le projet européen. Donc forcément, il y a des mots, en tout cas des inspirations, des choix politiques qui sont familiers dans les paroles de Robert Schuman. Moi, j'ai une relation qui est une relation d'abord politique à ce qui est l'héritage qu'il laisse et au choix qu'il fait. Parce qu'on l'a dit que de quelques mots, mais le fait de poser la mise en commun des ressources comme l'acte à partir duquel on construit l'Europe, plutôt que de croire au doux commerce, parce que c'était aussi un des choix qui pouvait être fait, mais ce n'était pas simplement le doux commerce, cher à Montesquieu, c'était la mise en commun des ressources. Et il y avait là un choix politique, qui est un choix politique dans lequel un socialiste se reconnaît parfaitement dès lors qu'il partage la volonté de construire l'Europe. Alors qu'est-ce qui est devenu ce rêve, le rêve de cette génération, on a l'impression, paradoxalement, qui s'est évanoui avec la paix, avec la prospérité, avec la société de consommation. Et qu'est-ce qui est devenu ce compromis qu'évoquait à l'instant Benoît Hamon entre les sociodémocrates et les démocrates chrétiens? Alors je pense que ce compromis, il est encore là, puisque ce sont toujours ces mêmes forces qui dirigent l'Europe à tour de rôle, en Allemagne, en Italie, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, pour l'instant. Ce qui a changé, c'est le côté pragmatique. L'échec retentissant de la Société des Nations, après la guerre de 1914-18, où on avait essayé de créer un système qui était un préalable à l'organisation de la paix. Avec Schuman, c'est le contraire. Il commence sur du concret et il dit on va bâtir l'Europe sur des choses concrètes. Et là, on commence par le charbon et l'acier. Puis après ça, on a essayé plein de choses. On a échoué d'ailleurs sur la défense. Oui. Parce qu'à nouveau, là, les communistes et les gaullistes... Oui, c'est Schuman d'ailleurs qui a échoué. A échoué parce que les communistes et les gaullistes ont dit non, il ne faut pas toucher au drapeau tricolore, on ne touche pas à nos armes, on ne touche pas à notre capacité à nous défendre. Et donc, c'était le premier grand échec de l'Europe. Et après ça, cette méthode, elle est en ce moment largement cassée. Pourquoi ? En fait, on est chacun dans une compétition dans un territoire où le libre-échange est autorisé. En fait, on a créé ce dont les Anglais rêvaient, à savoir une zone de libre-échange. Effectivement, les businessmen s'y retrouvent. On a créé une zone de compétition sociale, c'est-à-dire que celui qui a moins de services sociaux, qui a moins de protection sociale, qui a moins de syndicats, il est gagnant. C'est-à-dire que c'est une compétition qui a rapporté aux gens qui produisent, aux gens qui manipulent l'argent. Et on a abandonné, je dirais, les valeurs de l'Europe. Puisque, en fait,
la construction de l'Europe, en ce moment, elle apparaît pour les gens comme étant une régression sociale et comme étant une course à moins d'emplois, moins de protection sociale, moins de ce qui fait la force justement de cet héritage démocrate chrétien et socialiste qui est celui de l'Europe qui fait la part des choses entre la production et le social. Je voudrais revenir au propos de Robert Schuman dans Pour l'Europe, l'un des seuls écrits d'ailleurs qui reprend sa pensée sur la question européenne qui a animé toute sa vie. Cet ensemble ne pourra et ne devra pas rester une entreprise économique et technique. Il lui faut une âme, la conscience de ses affinités historiques et de ses responsabilités présentes et futures, une volonté politique au service d'un même idéal humain. C'est très actuel et en même temps on voit qu'on en est très loin. Actuellement, semble-t-il. Moi je considère que les élites politiques sont plus européennes que les gens. Vous avez ici... Vous le constatez vous-même en tant que absolument. Vous avez ici à Metz 5 ou 6 000 personnes qui vont tous les jours travailler à Luxembourg. Vous avez au total 90 000 frontaliers qui vont tous les jours à Luxembourg. Ça ne les empêche pas de voter contre les propositions européennes. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut faire circuler de l'argent, des gens, des marchandises, et après ça, l'idéal européen, il est en panne, parce que personne n'a le sentiment que ça va vraiment améliorer les choses, mais ça va plutôt rapporter aux banquiers. Les chrétiens à l'époque de Schuman n'ont pas attendu qu'on les sollicite pour se mettre en route. On a bien vu cette capacité d'initiative de Robert Schuman lui-même. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont une vocation spécifique pour réveiller l'âme de l'Europe, d'après vous ? Moi, je suis un peu inquiet sur ce thème, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de militants européens parmi le monde des chrétiens. Je le connais assez bien, ce monde. Et je constate, moi, pour l'instant, que ce n'est pas le cas. Et je dirais que le pape où les évêques sont plus européens que les chrétiens de base. Les chrétiens de base, ils sont plutôt dans une logique du repli sur soi, de cette espèce de peur de l'autre. Et c'est un petit peu un regret, mais vous savez, quand on a 2000 ans d'histoire, il faut s'attendre à des vagues, des méandres, des sacs et des ressacs. Je ne désespère pas parce que le message est bon. Cela dit, en ce moment, je pense qu'il n'est pas très fécond dans ce domaine-là. En tout cas, c'est une invitation donc, à s'intéresser à ce que dit le magistère, en l'occurrence très riche sur la question de l'Europe. Oui. Merci beaucoup Dominique Gros de nous avoir accueillis ici. Justement, je vous propose de retrouver les participants de ces journées de septembre organisées par l'Institut Saint-Benoît qui soutient la cause de béatification de Robert Schuman. On va rejoindre la cathédrale juste en face où le cardinal R2, l'archevêque hongrois de Budapest, Esztergom Budapest, célèbre la messe. Je vous propose également de prendre connaissance du propos de ce cardinal hongrois sur la question européenne. Si nous observons les propriétés spécifiques de l'Europe, nous voyons que l'un des phénomènes typiquement européens est l'existence des nations culturelles et politiques qui possèdent leur propre langue, leur expérience historique, leur richesse culturelle, autant d'éléments qui constituent une valeur importante pour toute l'humanité. L'expérience de l'après-guerre de l'Allemagne et de la France, ainsi que celle qui caractérise actuellement l'Europe centrale et orientale, nous montre justement que l'Union européenne peut être un bon cadre pour la réconciliation des peuples, un bon moyen pour dépasser les conflits historiques. Or, il ne s'agit pas ici uniquement de pacification, mais il s'agit plutôt d'une véritable sympathie et amitié qui doit unir les peuples de notre continent, qui doit garder à l'esprit les éléments culturels communs ainsi que l'héritage chrétien. En effet, toutes les cultures nationales du continent se sont développées en étant étroitement liées au christianisme, qui, loin d'avoir effacé les caractéristiques typiques des différents peuples, a plutôt aidé à développer le génie de chacun.
Voilà une invitation pour les chrétiens à reprendre et poursuivre les intuitions de Robert Schuman pour donner une âme à l'Europe. Et c'est intéressant de voir ici des Allemands, des Luxembourgeois dont les frontières sont proches, mobilisés donc autour de la mémoire de Robert Schuman pour le faire connaître, pour donner une âme à l'Europe, mais aussi pour la paix. Et ça n'est pas un vain mot quand on voit la situation au Moyen-Orient. À l'heure de la crise de confiance envers les dirigeants politiques, je vous propose maintenant de prendre le temps de réfléchir à l'articulation entre sainteté et engagement politique et vie politique. Nous retrouverons Monseigneur Bernard Ardura, le postulateur de la cause de Robert Schuman. Mais tout de suite, dans cette église Saint-Martin de Metz, nous allons retrouver la fraternité franciscaine de Bitche pour mieux saisir encore la vie et la pensée de Robert Schuman. Ce spectacle était l'occasion d'entendre à nouveau résonner la voix de Robert Schuman dans l'église Saint-Martin, à Metz, où il venait se recueillir de son vivant. Sa déclaration du 9 mai 1950 a notamment été mise en scène. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Les jeunes de la fraternité franciscaine de Bitche ont refait vivre les hésitations de Schuman entre vie de prêtre ou de moine ou vie politique. J'aimerais pour quelques jours être votre novice, vous devoir obéissance et me fondre dans votre communauté. Ces échanges qui dévoilent la vie intérieure de Robert Schuman, on les doit à René Lejeune. Cet ami et biographe du Père de l'Europe était membre de la fraternité franciscaine de Bitche. Le lien entre cette fraternité et l'homme d'État perdure aujourd'hui. Ce que j'ai appris de Robert Schuman en travers ce spectacle pourrait se résumer en une seule phrase que j'ai appris en lisant ses prières. C'est « Nous sommes des instruments imparfaits de la divine providence qui se sert pour accomplissement de grands desseins qui nous dépassent. » Moi, ce qui m'a surtout le plus touchée, c'est de découvrir un homme qui fait de la politique et une personne intègre. Et on est dans un monde où c'est tellement difficile de faire confiance dans des personnes, de faire confiance dans des hommes politiques et de voir là quelqu'un qui a vraiment une unité de vie entre ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il vit. Et voilà, et ça m'a beaucoup touchée. Au fil du spectacle, les acteurs ont exploré la figure de Schuman aux différents âges de sa vie. Je ne sais ce que la divine providence attend de moi, mais je souhaite simplement qu'elle me trouve comme un petit instrument fragile, mais obstiné, offert à la construction de votre royaume sur cette terre. Comme pour poursuivre le combat de Schuman pour la paix, un temps d'adoration du Saint-Sacrement et d'intercession pour la Syrie a succédé au spectacle. Prier avec Schuman, ça veut dire faire soi-même, être soi-même un homme de prière, et ensuite s'investir soi-même dans la paix. On a vu combien Schuman, un simple homme, un homme, a réussi à transformer l'Europe. Elle n'aurait jamais été ce qu'elle a été avec Schuman. Et donc on voit combien notre propre action peut aussi transformer le monde. La meilleure connaissance de Robert Schuman, etc., était très importante pour nous, pour être un témoin pour nous de ce qu'un laïc peut être un rayon de soleil par sa vie dans le monde. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Pour les membres de la fraternité franciscaine de Bitche, cette phrase de saint François a été illustrée par la vie de Robert Schuman, une vie d'apôtre dans la cité. Et comme promis, nous retrouvons Monseigneur Bernard Ardura. Bonjour. Bonjour. Vous êtes postulateur de la cause de Robert Schuman. On se retrouve ici dans cette église Saint-Martin qui fut l'église paroissiale de Robert Schuman quand il a habité à Metz. Alors, dites-nous, la fraternité franciscaine a-t-elle raison de dire que Robert Schuman est un apôtre laïque ? Certainement. Robert Schuman est en quelque sorte comme un modèle, un prototype d'apôtre laïque, dans la mesure où, nous le voyons lors de ce procès de béatification, il n'a fait jamais aucun sermon, n'est écrit un volume d'exercices spirituels. Il ne se confondait pas avec un clerc. Voilà. C'est un homme qui a vécu jusqu'au bout ses engagements de citoyen en étant un baptisé. Et c'est pour cela que nous pouvons dire c'est vraiment pour nous un modèle
pour aujourd'hui. Et en même temps, on entend dire que dans la grande période de l'encyclique sociale, et puis aussi dans ce qu'a dit Pidou sur la politique, et puis dans le Concile Vatican II aussi à venir, qu'au fond, il a été précurseur. En quoi, précisément ? Il a été précurseur dans la mesure où Schuman a voulu essentiellement vivre sa vie de chrétien avec toutes les implications que cela demande. Et en particulier, il a voulu que toute sa vie soit un exercice de ce qu'on appelle la vertu de charité, c'est-à-dire l'amour envers Dieu et envers le prochain. Et alors ceci, nous le voyons dans toute sa vie, c'est d'abord un homme qui puise sa réflexion dans la prière, dans la Bible, dans l'étude de saint Thomas d'Aquin. C'est un homme qui est habitué à réfléchir, à penser longuement. Oui, vous dites qu'il y a 3 règles fondamentales, un peu comme des règles de vie: travail, réflexion, prière. Mais chez Schuman, cela ne fait qu'un. Au fond, il nous fait penser à ces moines du Moyen-Âge qui ne distinguaient pas entre le travail, la prière, la méditation ou l'étude. C'est tout un. Et c'est en quelque sorte une immense synthèse de la vie chrétienne qu'il nous offre en modèle. Et quand on visite sa maison, on peut être frappé par l'immensité de sa curiosité, de sa culture aussi. Certainement. En visitant sa maison, voici quelques années, avec des hommes et femmes politiques, d'anciens ministres par exemple, nous avons été frappés par 2 choses. D'abord, la bibliothèque. La bibliothèque qui est considérable et qui dénote une curiosité tous azimuts. Schuman est un homme qui s'intéresse à tout, et pas seulement à la politique. C'est un homme qui s'intéresse à tout ce qui concerne l'homme. Et de notre côté, la chambre modeste au rez-de-chaussée dans laquelle on l'avait installé dans les dernières années de sa vie. Et j'ai vu des hommes et femmes politiques pleurer devant le spectacle de la simplicité et de l'humilité dans laquelle Schuman avait vécu et dans laquelle il est mort. Pourquoi cette émotion, à votre avis ? Parce qu'elle contraste considérablement avec notre genre de vie d'aujourd'hui. Alors c'est peut-être pour ça précisément que des jeunes qui découvrent Schuman aujourd'hui sont interpellés. Je vous propose justement d'aller à la rencontre de l'un d'entre eux. C'est Thibaut Bazin, c'est le plus jeune maire de France, maire de Rosières-aux-Salines. Il se trouve que François-Xavier Mathieu est allé à sa rencontre un jour de commémoration. Cette commune, Rosières-aux-Salines, a élu Thibaut Bazin en 2008. Habituellement très discret dans les médias, il accepte aujourd'hui de se livrer pour témoigner de l'importance de Robert Schuman dans son itinéraire. Il nous raconte son élection. C'était très enthousiasmant parce que c'était l'aboutissement d'une grande aventure en termes de campagne, mais en même temps aussi le début d'un travail où l'attente était énorme, puisqu'on a eu une élection où on a été élu à plus de 70%. Et la peur de décevoir a été très importante les premiers jours du mandat. Après sa journée de travail en tant que cadre dans un grand groupe français, Thibaut Bazin se rend ce vendredi soir à la mairie. Sa soirée débute par un rendez-vous avec l'un des 2850 habitants de cette commune de Meurthe-et-Moselle. Son emploi du temps est millimétré. Il fait d'abord le point sur son agenda avec le responsable du service urbanisme et marché public. Il a dit qu'il aurait peut-être un peu de retard. Combien de temps ? 10 minutes. D'accord. Les personnes ne sont pas forcément en retard, c'est plutôt le maire qui est parfois en retard, mais j'essaie d'être toujours à l'heure. Non, la mairie prend beaucoup de temps. Pour moi, elle prend une trentaine d'heures par semaine. Pour Thibaut Bazin, être maire, c'est être au service à temps plein. Parfois, il y a beaucoup de tensions humaines, on essaye d'être artisan de paix et essayer de toujours prendre le meilleur arbitrage. C'est dans ces situations concrètes et dans l'exercice de ses responsabilités que Schuman inspire le jeune maire. Ce dernier, lui aussi, avait débuté jeune sa vie politique. Il était également soucieux du bien commun. J'aimerais bien lui ressembler dans sa manière d'être disponible aux autres, d'être à l'écoute, de respecter ses opposants, de jamais avoir une critique personnelle, d'être modeste, humble dans la manière d'être élu. L'emploi du temps du maire va le conduire ce soir à la commémoration de la libération de la commune le 8 septembre 1944. Là encore, la figure de Robert Schuman est pour lui très présente. Alors que nous avons connu la guerre avec nos voisins et l'occupation, le fait d'être en paix aujourd'hui et de le devoir à un Lorrain
a beaucoup de sens. On est parti et on éteint les lampes comme le faisait Schuman dans son ministère. En Lorraine, la mémoire de Robert Schuman reste vive. Comme Thibaut Bazin, elle encourage des acteurs politiques de la jeune génération à construire l'Europe. Faisons tout pour le préserver ici. Vive la paix et vive Rosières. Avant de vous faire réagir, Monseigneur Ardura, je vous propose d'écouter également le témoignage des guides et scouts d'Europe qui ont choisi, figurez-vous, de faire leur prochain Eurojam, leur grand rassemblement, ici tout près de Sichazel, pour faire découvrir Robert Schuman à cette génération. Ce sera en août 2014. Donc là, on est au cœur du massif forestier et c'est à cet endroit-là qu'il y aura donc le grand rassemblement de début et de fin de l'Eurojam. On voit tous les bois autour, en tout cas pour une partie, seront aménagés avec des tentes, des aires de lieux de camp. Nous organisons tous les 10 ans un Eurojam. L'Eurojam, c'est comme un grand jamboree européen qui va rassembler pour cet Eurojam 10 000 jeunes de toute l'Europe. Robert Schuman est connu parce qu'on a des noms de rues, des noms de collèges, des noms de lycées, mais finalement il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qui il est. On peut dire que c'est un prophète, un visionnaire de la paix, quelqu'un qui en tant que baptisé a su être prophète, a su annoncer, on pourrait dire la bonne nouvelle sans que ce soit explicite, et transformer la société pour la paix. Donc ça c'est quelque chose de très important. Puis peut-être pour les jeunes, c'est de se dire qu'un chrétien peut arriver loin en politique et au service du bien commun, sans penser à lui d'abord, et que pour arriver là, ce qui est important, c'est de faire partie, comme il a fait partie, Robert Schuman, il a fait partie de mouvements de jeunes chrétiens, il s'est formé, il a eu le souci du bien commun, et du coup, il est devenu ce qu'il est. Voilà. Et je pense que pour les scouts, c'est intéressant, et guides, c'est intéressant de prendre ce modèle dans les patrouilles, dans les unités, entre garçons, entre filles. Ils ont besoin de vivre cette unité, pas simplement comme quelque chose d'abstrait entre des pays qui sont très lointains, mais déjà concrètement là où ils vivent. Et ça, je pense que Robert Schuman peut encore une fois nous inspirer. Monseigneur Ardura, pourquoi, à votre avis, ces jeunes chrétiens qui s'intéressent à la vie de la cité, à l'engagement dans la société, sont interpellés par Robert Schuman? Je pense que ces jeunes que nous venons de voir et d'entendre sont des jeunes qui ont découvert en Schuman un homme à la fois tellement différent des adultes qu'ils rencontrent chaque jour, y compris dans leur famille ou dans les établissements d'enseignement, et en même temps un homme très proche d'eux. C'est un homme qui est attractif parce qu'il nous présente les idées fondamentales, les valeurs qui aujourd'hui caractérisent encore plus le destin de notre humanité. Quand on est touché, est-ce que c'est par nostalgie? C'est l'idée qui me venait en tête quand on se dit « Ah, mais cette culture classique, cette capacité à diriger avec rigueur et droiture sa vie, est-ce que c'est par nostalgie ?» Non, mais je crois que nous avons soif de valeurs et nous avons soif de sens. Voyez-vous... C'est parce que forcément nous renvoie le monde aujourd'hui. On sait que c'est difficile d'être chrétien dans la société. Ah, sûrement. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui qu'au temps de Schuman. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Schuman a été attaqué. Il faut bien voir que les valeurs dont Schuman a vécu, ce sont les valeurs qui donnent sens à notre vie. Vous dites, Monseigneur, que au fond, il y a deux grands défis à dépasser, et Schuman pourrait nous y aider à cela, c'est le laïcisme et le libéralisme. Certainement, parce que d'abord, Schuman a vécu dans cette Lorraine et Moselle concordataire, et pour lui, il est évident que l'Église et l'État, tout en étant dans des sphères et agissant dans des sphères différentes, concourent à un bien unique, c'est le bien commun de l'homme. Le bien commun, aujourd'hui, on ne sait plus très bien comment en Et parler. non, parce que dans la situation actuelle, l'important, j'allais dire, c'est sauver sa peau. Et c'est pourquoi la tendance, c'est de s'occuper de soi-même et de s'occuper de soi-même immédiatement. L'ouverture d'esprit et de cœur
de Schumann est un appel à un bouleversement de toute notre vie. On faisait remarquer qu'assis chez elle, il accueillait avec la même cordialité et le même respect des hommes politiques étrangers ou français, ou bien le paysan qui venait lui apporter des légumes. C'est un homme qui n'a pas fait de différence parce que c'est un homme qui a vu le Christ en tout homme. Sainteté et politique, c'est justement le thème de la conférence qui a été donnée à l'Hôtel de Ville au cours de ces journées Robert Schuman, consacrées à Robert Schuman. Je vous propose d'en retrouver quelques extraits et puis également de retrouver le cardinal archevêque de Lyon qui a été empêché mais que nous sommes allés retrouver à Lyon. Grâce à Dieu, dans chacune des époques, on voit des figures chrétiennes qui s'engagent dans la vie politique et qui s'y engagent véritablement comme des serviteurs. À l'image même de Jésus qui dit « Voilà, vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous avez raison car je le suis. Eh bien moi qui suis le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. » C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez pareil. Et donc, on voit des hommes politiques, on peut penser à Saint-Louis, on peut penser à Robert Schuman, enfin à toutes les époques, qui ont été vraiment des grands, ou qui ont été présidents du Conseil, et qui ont été véritablement des serviteurs. Donc, la situation des hommes politiques aujourd'hui, elle n'est pas pire qu'avant, elle est toujours aussi difficile. C'est difficile vraiment de toucher aux questions essentielles de la vie humaine, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire l'organisation d'une nation, c'est-à-dire l'argent, etc., en restant authentiquement, profondément et absolument chrétien. Heureusement, nous avons de beaux exemples. C'est pour ça qu'on peut remercier Dieu de la figure de Robert Schuman. André Philippe fait l'éloge de ses vertus, et François Mitterrand, agnostique, ose poser déjà la question existentielle capitale. De qui tenait-il cette maîtrise qui en faisait à ses yeux d'un croyant un homme si pleinement achevé? La députation mosellane, à ce moment-là, et même alsacienne, était assez médiocre. Et beaucoup de députés n'étaient pas en mesure de s'exprimer d'une façon correcte en français. Et Robert Schuman a été en quelque sorte le porte-parole de l'Alsace-Lorraine en 1924. Il a acquis à ce moment-là au Parlement une position à la fois politique et morale comme député catholique et comme juriste ayant des capacités techniques dont il a fait preuve à la commission d'Alsace-Lorraine. Ça, je n'insiste pas là-dessus. Dans son travail de député de la Moselle, j'avais toujours été très impressionnée parce que je recevais beaucoup de lettres de personnes qui demandaient de l'aide, c'était une période aussi où il y avait encore les dommages de guerre. Et j'ai toujours été très, très impressionnée de la manière dont il s'intéressait à chaque personne, à chaque situation, avec une humanité absolument extraordinaire. L'attachement des hommes se porte sur les choses les plus simples et les plus humbles, et non pas sur les grandes œuvres qui échappent totalement à l'humanité. C'est ce que nous avons essayé de faire ensemble en sauvant la maison de Robert Schuman, pour montrer que c'était un homme tout ordinaire. On vous retrouve, Monseigneur Ardura, au cœur de cette ville de Metz. Schuman, de son vivant, fréquentait très souvent ces lieux. Alors on vient de l'entendre dans ses prises de parole, on perçoit bien que Schuman, c'est un témoin contemporain de la foi qui parle aujourd'hui, y compris aux responsables politiques. Souvent on se dit, mieux vaut, si on veut garder les mains propres, mieux vaut ne pas faire de politique. C'est souvent ce qu'on entend. Qu'est-ce que nous dit Schuman là-dessus ? Schuman nous dit qu'il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis. Il nous dit qu'il faut absolument s'engager. Il s'est distingué par son honnêteté, par sa droiture de vie, par le jugement judicieux qu'il a posé sur la situation de son temps. Schuman nous dit qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut aller de l'avant, car ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que l'on va penser de nous, mais c'est notre service du bien commun. Alors je dois vous livrer une petite anecdote, Monseigneur Ardura. Il se trouve que je discute avec le chanoine Josse qui est vice-postulateur de la cause de béatification et je lui disais, finalement, Schuman, il est de la vieille école politique, il peut inspirer les jeunes. Il me regarde avec des yeux un quart sévères, il me dit, mais il n'est pas du tout de la vieille école, il est de la nouvelle génération politique d'après-guerre. Et c'est vrai qu'il y a de l'innovation, il y a de la créativité. On rejoint là ce que disait Benoît XVI, les chrétiens sont appelés à être créatifs. Oui, mais la créativité des chrétiens commence par une transformation intérieure. Il ne faut pas l'oublier,
si Schumann a réalisé ce qu'il a réalisé, s'il a réussi à produire un inversement du mouvement qui portait de guerre en guerre, c'est parce qu'il a commencé par sa propre conversion et non seulement à ne plus envisager l'humiliation de la nation vaincue, mais d'en faire son coopérateur. On voit que la paix, ça reste un vrai chantier aujourd'hui, d'autant que ces journées Schuman, elles se passent en même temps que ce grand appel à la prière de la part du pape François, qui disait d'ailleurs qu'il rappelait la guerre, c'est une défaite pour l'humanité tout entière. Et puis il y a d'autres chantiers aussi en Europe. Quels sont-ils là où les chrétiens doivent être aujourd'hui attentifs et actifs, d'autant qu'on est dans une année électorale? Il y aura ces échéances électorales européennes notamment. Certainement, et le Saint-Père vient de nous le rappeler aujourd'hui même par le message qu'il nous a adressé, en insistant particulièrement sur l'engagement des chrétiens pour l'homme, pour le respect de la vie, je dirais pour la promotion de la vie. C'est un élément fondamental et qui a été comme une boussole indiquant le nord dans toute la vie de Robert Schuman. Le service de l'homme, parce que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que l'homme mérite que l'on se donne pour lui. Merci beaucoup, Monseigneur Ardura, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Alors évidemment, on peut se rendre à la maison de Sichazel pour redécouvrir et découvrir cette vie de Robert Schuman. C'est un vrai lieu parce qu'il ne suffit pas seulement de se faire une idée de Robert Schuman, mais il faut prier, prier avec Alors lui. c'est évidemment le grand défi qui est le nôtre aujourd'hui, de contribuer à faire connaître Robert Schuman, non seulement l'homme politique que finalement on connaît un peu et que l'on admire, mais il faut voir en lui un intercesseur, un ami de Dieu qui est aussi notre ami et qui se fera notre porte-parole. N'hésitons pas à le prier comme nous prions aussi tous ceux qui partagent le bonheur de Dieu. On peut bien sûr retrouver cette prière avec Robert Schuman sur le site qui lui est dédié. Je renvoie également à prier 15 jours avec Robert Schuman aux éditions Nouvelle Cité. Il y a bien sûr ce livre, Robert Schuman pour l'Europe, édité par la Fondation Robert Schuman. Et puis cette biographie de son ami René Lejeune, Robert Schuman, un père pour l'Europe, réédité par les éditions de l'Emmanuel. Merci encore, Monseigneur Ardura. Je rappelle que vous êtes postulateur de la cause de béatification de Robert Schuman. Et je voudrais également remercier tous ceux qui nous ont accueillis ici, l'Institut Saint-Benoît, le diocèse de Metz, la maison de Sichazel. Merci également à toute l'équipe de KTO mobilisée pour vous faire vivre ces journées Schuman et cette émission Hors les murs consacrée à Robert Schuman, une émission que vous retrouvez sur le site internet de KTO. À très bientôt, merci beaucoup pour votre fidélité.